Ok, donc, leçon 2 sur le chapitre programmation en langage C. C'est écriture d'un programme C. Les compétences que nous visons dans cette leçon, il s'agira de donner la structure d'un programme C, de savoir comment est-ce qu'on peut déclarer les variables et les constantes, de pouvoir utiliser correctement les opérateurs, de pouvoir inclure les bibliothèques nécessaires pour un programme et enfin de pouvoir utiliser les fonctions d'entrée et de sortie classiques. La structure d'un programme C. Alors, un programme C a principalement deux parties. La partie des directives de préprocesseur. Il s'agira là des bibliothèques qu'il faudra introduire dans le programme. Ces bibliothèques vont comporter certaines fonctions importantes que nous aurons besoin dans le programme. Ensuite, la deuxième partie, c'est la fonction principale du langage C, appelée la fonction main. C'est une fonction qui retourne un entier. C'est pour ça qu'on met ici int. C'est le type de retour de la fonction main. Et c'est donc à l'intérieur de la fonction main qu'on mettra le bloc d'instruction, c'est-à-dire les ordres qu'on va donner au programme pour pouvoir réaliser une tâche précise. Et donc, ce bloc d'instruction sera délimité par les accolades ouvrantes et fermantes. Et chaque instruction sera terminée par un point-virgule. Alors, revenons un tout petit peu sur les directives de préprocesseur. On a dit que ce sont des bibliothèques qu'il faudra introduire dans le programme. Et ces bibliothèques sont assez nombreuses, mais pour un cours de première, on va utiliser principalement 4 bibliothèques. Donc, la première, c'est stdio.h. Cette bibliothèque comporte les fonctions de lecture et d'écriture classiques. Nous les verrons dans la suite du cours. La deuxième bibliothèque, c'est stdlib.h. Celle-ci comporte les fonctions de conversion de type, c'est-à-dire qu'on pourra passer d'un type entier vers un type réel ou bien vers un type caractère. Elle comporte aussi les fonctions de gestion de la mémoire. Troisième bibliothèque, c'est la bibliothèque conio.h qui comporte les fonctions. Troisième bibliothèque, c'est la bibliothèque conio.h qui comporte les fonctions de gestion de l'écran. Quatrième bibliothèque, la bibliothèque math.h qui comporte les fonctions mathématiques telles que la fonction puissance, la fonction racine carrée, la fonction valeur absolue et les fonctions trigonométriques, cosinus, sinus, tangente. Alors, comment est-ce qu'on inclut une bibliothèque dans un programme? Il suffit de commencer par écrire le symbole dièse, ensuite le mot-clé include. Ensuite, on ouvre le chevron, c'est-à-dire le symbole mathématique strictement inférieur. On écrit le nom de la bibliothèque. Par exemple, stdio.h. Et on ferme le chevron, c'est-à-dire le symbole mathématique strictement supérieur. Donc, voilà la syntaxe en langage C pour pouvoir inclure une bibliothèque dans un programme C. Les variables et les constantes en C. Commençons tout d'abord par les variables. Comme il a été dit dans l'algorithmique, une variable, ce sera un espace dans la mémoire vive qui pourra contenir une valeur. Et cette valeur-là pourra être modifiable pendant l'exécution du programme. Alors, il faut être capable de nommer une variable. Pour nommer une variable, il faut lui donner un nom commençant obligatoirement par une lettre, jamais un chiffre. Donc, dans le nom d'une variable, on peut faire un mixage de lettres et de chiffres,
mais la condition, c'est qu'il faut absolument commencer par une lettre. Dans le nom d'une variable, il n'est pas autorisé d'utiliser des espaces, mais on peut quand même utiliser un caractère spécial, c'est le caractère underscore, le tiret de 8. Le underscore à ne pas confondre avec le tiret de 6. Donc, c'est le seul caractère spécial qu'on peut utiliser dans le nom d'une variable en langage C. Le type d'une variable. Quand on parle de type, il s'agit des différentes valeurs qu'une variable peut occuper dans la mémoire. Alors, nous avons le type entier. Quand on parle des entiers, il s'agit, comme on le dit en mathématiques, des entiers relatifs, c'est-à-dire les entiers naturels qui sont positifs avec leurs opposés. Donc, par exemple, 0, 1, moins 1, 2, moins 2, et ainsi de suite. Alors, en langage C, le type entier est nommé int. INT. Deuxième type, c'est le type caractère. Dans le type caractère, on parle d'un seul symbole, un seul caractère, à ne pas confondre avec le type chaîne de caractères. Donc, le type caractère, en langage C, c'est noté char. Ensuite, les nombres décimaux. Alors, il est vrai qu'en mathématiques, on peut parler de plusieurs ensembles, les nombres décimaux, les nombres rationnels, les nombres réels, mais quand on fait de la programmation C, on parle simplement des nombres décimaux. Donc, tous ces ensembles-là, les décimaux, les rationnels et les réels, sont regroupés dans les décimaux. Et en langage C, nous avons deux types pour désigner les nombres décimaux. Le premier, c'est le type float. Le deuxième, c'est le type double. Alors, la différence entre le type float et le type double, c'est simplement que le type float occupe un petit espace dans la mémoire. Et donc, les chiffres qu'on peut inscrire dans un type float sont limités. Alors que le type double occupe un très grand espace dans la mémoire et donc il peut être écrit avec beaucoup plus de chiffres. Déclaration d'une variable. Alors, nous avons une syntaxe rigoureuse pour pouvoir déclarer une variable en langage C. Le principe est le suivant. Nous mettons d'abord le type de la variable. Ensuite, nous mettons le nom de la variable. Et on termine bien entendu par un point-virgule. Alors, exemple. Si je veux nommer une variable de type entier qui est censée contenir l'âge d'un utilisateur, alors type entier, on a dit en langage C, c'est int. Nous mettons donc int. Ensuite, nous mettons le nom que nous attribuons à la variable. Âge, par exemple. On termine par un point-virgule. Alors, il faut bien remarquer que dans le nom de ma variable, je n'ai pas utilisé le caractère accentué, parce que les caractères accentués sont interdits dans les noms en langage C. L'affectation. L'affectation, c'est un processus qui consiste à inclure une valeur dans une variable. Alors, en langage C, le symbole pour l'affectation, c'est le symbole égal. Et donc, si nous voulons attribuer une valeur à une certaine variable, la syntaxe est la suivante. À gauche du symbole égal, on met le nom de la variable. Et à droite, on met la valeur. Et on termine toujours par un point-virgule. Alors, exemple. Si je veux attribuer à la variable âge qui a été précédemment déclarée, je vais donc
mettre le nom de ma variable qui est âge, je mets le symbole égal et je mets la valeur, par exemple 25. Donc cette instruction a pour but d'attribuer la valeur 25 à la variable âge. La valeur 25 ira donc se loger dans la variable âge. Ensuite, les constantes. Les constantes, c'est exactement comme les variables, à la seule différence que les constantes ont une valeur qui n'est pas modifiable pendant l'exécution du programme. Et donc, on va nommer les constantes exactement comme les variables. On va donner des types aux constantes, aussi comme les types de variables, c'est-à-dire le type int pour les entiers, le type char pour les caractères, le type float ou double pour les nombres décimaux. Maintenant, la déclaration d'une constante n'est pas la même que celle d'une variable. Alors, pour déclarer une constante, on écrit le mot-clé const. Ensuite, on met le type de la constante. Ensuite, on met son nom. On met égal et on met la valeur. On termine toujours par un point virgule. Exemple. À la constante pi, alors il me faut la déclarer. Donc, je mets le mot const. Pi, c'est un nombre décimal, donc je peux lui donner le type float. Float. Ensuite, son nom, je peux l'appeler pi, pi, égale sa valeur, 3 points. Alors attention, ici, il ne faut pas utiliser de virgule. 3,14, en langage C, ça se note 3.14. Donc la virgule est représentée par le point. Les opérateurs. Alors, les opérateurs, ce sont des symboles qui nous permettent d'effectuer des opérations entre des opérandes. Commençons avec les opérateurs arithmétiques. Nous avons l'opérateur d'addition. Symbolisé par le plus. L'opérateur de soustraction, toujours comme en mathématiques, symbolisé par le moins. L'opérateur de multiplication, symbolisé par l'étoile et non le fois, l'étoile. L'opérateur de division, symbolisé par une barre oblique, le slash. L'opérateur modulo. Alors ça, c'est un opérateur un peu nouveau. Il est symbolisé par le pourcentage. L'opérateur modulo consiste à renvoyer le reste de la division euclidienne entre deux nombres entiers. Les autres opérateurs, le plus, le moins, l'étoile et la barre oblique, peuvent être utilisés sur des opérandes décimaux, mais aussi sur des opérandes entiers. Mais l'opérateur modulo fonctionne uniquement sur des opérandes entiers. Et donc, on dit qu'il renvoie le reste. Par exemple, si nous effectuons 17 modulo 5, alors ça fera combien? On va poser l'opération 17 divisé par 5. Il va 3 fois 5, 15. 17 moins 15, il reste 2.
Alors, on arrête la division à ce niveau. On voit que le quotient, c'est 3. Le reste, c'est 2. On a dit l'opérateur modulo renvoie le reste. Donc, la réponse, c'est le reste. Ça fait donc 2. Voilà comment fonctionne l'opérateur modulo. Ensuite, nous avons l'opérateur d'incrémentation. Symbolisé par plus, plus. Quand on parle d'incrémentation, il s'agit d'augmenter sur la valeur d'un entier une unité. C'est-à-dire on augmente 1 sur l'ancienne valeur d'un entier. Alors comment est-ce que cela fonctionne? Comment est-ce que cela fonctionne? Par exemple, reprenons notre variable âge qu'on a déclaré comme étant un entier. Et supposons qu'on lui a attribué la valeur 25 comme précédemment, c'est-à-dire à âge, on affecte la valeur 25. Alors maintenant, si nous voulons incrémenter la variable âge, il suffit d'écrire âge plus plus. Cette instruction aura pour but d'augmenter une unité dans la valeur de la variable âge. Et donc, finalement, on va faire son ancienne valeur qui était 25 plus 1. Ça fait 26. Donc, la variable âge, après cette instruction, aura pour valeur 26. Opérateur suivant, c'est la décrémentation. Symbolisé par moins, moins. Alors, ça fonctionne de façon un peu contraire par rapport à l'incrémentation. C'est-à-dire qu'ici, on aura pour but d'enlever une unité dans la valeur d'une variable. Alors, nous allons par exemple écrire âge moins, moins. Et donc, ici, à la fin, la variable âge, si au départ, sa valeur était de 25, là, on enlève une unité. C'est-à-dire, on enlève 1. Alors, on fera 25 moins 1, ça fait 24. Donc, âge aura pour valeur 24. Voilà tout pour les opérateurs arithmétiques. Maintenant, nous passons aux opérateurs de comparaison. Nous avons l'infériorité stricte, symbolisée exactement comme en mathématiques, c'est-à-dire le symbole strictement inférieur. L'infériorité large, symbolisée par inférieur, ensuite égal à la suite. La supériorité stricte, symbolisée exactement comme en mathématiques, c'est-à-dire le strictement supérieur. La supériorité large égale. L'égalité symbolisée par un double symbole égal, égal 2 fois. La différence symbolisée par un point d'exclamation, ensuite symbole égal. Donc voilà les opérateurs de comparaison. Il s'agit de comparer deux nombres par exemple.
Enfin, les opérateurs logiques. Alors, les opérateurs logiques ont pour but de produire un résultat booléen, c'est-à-dire un résultat qui ne peut prendre que deux valeurs possibles. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Alors, le premier opérateur logique, c'est le OU. Le OU logique est symbolisé par deux barres verticales. Alors maintenant, c'est un opérateur un peu nouveau. Le OU logique est faux si et seulement si les deux opérandes ont à la fois la valeur faux. Donc si chacun est faux, le OU logique est un opérateur nouveau. Et comment est-ce qu'il fonctionne? Le OU logique est faux lorsque chaque opérande a la valeur faux. Le OU logique est vrai si au moins une opérande a la valeur vraie. Alors, quelques exemples. Si nous mettons 2 inférieur à 1 ou 5 supérieur à 3. La proposition 2 inférieur à 1, on sait que 2 est supérieur à 1, donc cette proposition est fausse. Elle a la valeur logique faux. Donc, ceci, faux. La proposition 5 supérieur à 3, on sait qu'exactement 5 est supérieur à 3. Donc, cette proposition a la valeur logique vraie. Alors, parmi les deux propositions, il y en a une qui a la valeur logique vraie. Alors, ce OU logique aura donc pour valeur, sa valeur logique sera donc vraie. Donc, si au moins une proposition a la valeur logique vraie, alors le OU logique aussi est vrai. Pour que le OU logique soit faux, il faudrait que les deux propositions à la fois aient la valeur logique faux. Maintenant, le et logique. Il est symbolisé par deux fois le symbole prononcé esperluette, qu'on appelle aussi le et commercial. Donc, deux fois le symbole et commercial, ça représente le et logique. Alors, comment est-ce que le et logique fonctionne? Le et logique est vrai si et seulement si les deux propositions ont à la fois la valeur logique vraie. Donc, par exemple, reprenons nos deux propositions. On a dit le et logique est vrai si les deux propositions à la fois ont la valeur logique vraie. Et donc, le et logique sera faux si au moins une proposition a la valeur logique faux. On a déjà dit que 2 inférieur à 1 a pour valeur logique faux. 5 supérieur à 3 a pour valeur logique vrai. Alors, il y a une proposition qui a la valeur logique faux, donc le et logique sera faux. Enfin, le non logique. Il est symbolisé simplement par le point d'exclamation. Le non logique, c'est un inverseur, c'est-à-dire qu'il prend une valeur logique et nous fournit son complémentaire, c'est-à-dire son opposé. Et donc, si une proposition a la valeur logique faux, le non logique va fournir vrai, et vice-versa. Alors, reprenons notre proposition. 2 inférieur à 1, prenons et, 5 supérieur à 3, et tout ceci, nous prenons son non logique. Alors, on a dit que toute cette proposition, on l'avait déjà évaluée à faux. Maintenant, le non logique de faux, ça sera donc vrai. Parce que le non est un inverseur. Il prend faux, il fournit vrai, et il prend vrai pour fournir faux.
Voilà ce qui concerne les opérateurs en C. Maintenant, l'entrée et la sortie des données. Commençons par l'entrée des données. Alors, il y a souvent une confusion qu'on peut facilement faire parce que quand l'utilisateur entre une donnée dans un programme, le programme lit. Et si l'utilisateur lit une donnée, c'est parce que le programme a écrit. Alors, pour ne pas s'embrouiller, il faut se repérer à l'ordinateur ou bien au programme. On va dire que le programme lit une donnée lorsque le programme récupère cette donnée-là et la conserve dans une variable. Ça, c'est la lecture. Voilà pourquoi nous commençons par l'entrée des données. Il s'agira de la lecture des données. La lecture des données en langage C se fait par une fonction particulière qui se trouve dans la bibliothèque Studio, dont il faudra absolument veiller qu'on a inclus la bibliothèque Studio dans les directives de préprocesseur. Cette fonction-là qui nous permet de lire les données s'appelle scanf. Alors, c'est une fonction, c'est pour ça que juste après son nom, on met des parenthèses, une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante, parce qu'elle va prendre des paramètres. Alors, il s'agit ici de lire une donnée, et donc, on va préalablement déclarer une variable, et la donnée qu'on va lire, on va la conserver dans la variable déclarée. Alors, supposons que nous avons déclaré notre variable âge. Maintenant, il s'agit de lire la donnée âge. Donc, on va demander à l'utilisateur de saisir une valeur, bien sûr, une valeur entière, qu'on va conserver dans la variable âge. Nous allons donc écrire la fonction scanf, dont nous présentons d'abord sa syntaxe. Juste après la parenthèse ouvrante, on met une double cote, on met pourcentage, ensuite on va écrire un caractère. Un caractère qui va correspondre au format de la donnée qu'on veut lire, c'est-à-dire au type de cette donnée-là. On ferme les doubles cotes, on met virgule. Après la virgule, on va utiliser le et commercial. Ensuite, on va mettre le nom de la variable. On termine toujours les instructions par un point-virgule. Alors, cette syntaxe demande au programme de lire la donnée que l'utilisateur a saisie grâce à son clavier et d'aller conserver cette donnée dans la variable spécifiée à ce niveau. Et il ne faut pas oublier le caractère qui caractérise le format, c'est-à-dire le caractère qui nous précise la nature de cette variable ou bien le type de cette variable. Alors, il faut rappeler ces caractères-là. Pour le type int, le caractère, c'est la première lettre, donc le i. Pour le type char, le caractère, c'est encore la première lettre, le c. Pour le type float, le caractère, c'est encore la première lettre, le f. Pour le type double, là, nous avons deux caractères, le L et le F. Alors, si nous revenons sur notre exemple, nous avons déclaré la variable âge comme étant un int, et maintenant nous voulons lire la valeur de cette variable. Alors, nous allons écrire scanf, on ouvre les doubles cotes, on met le pourcentage, et on met ici le caractère approprié. Comme la variable que nous voulons lire est de type int, le caractère c'est i. On met donc i, virgule, on met le et commercial, et ensuite on met le nom de la variable. La variable s'appelle âge. On termine par le point virgule. Donc voilà comment on peut
lire une donnée dans un programme C. Parlons maintenant de l'écriture ou alors de la sortie des données dans un programme C. Alors, quand on parle de la sortie, il s'agit de présenter les résultats à l'écran. C'est le programme qui, après traitement, nous fournit les résultats. Et donc, il va imprimer ces résultats-là sur l'écran. La fonction qui nous permet d'assurer la sortie des données se trouve toujours dans la bibliothèque studio.h. Et cette fonction s'appelle printf. Donc, elle aussi, elle prend des paramètres. La fonction printf prend deux types de paramètres. D'abord, un simple texte, c'est-à-dire si nous voulons présenter un simple texte, on va écrire le texte ici, dans les parenthèses, et à l'intérieur des doubles côtes. Mais la fonction printf peut aussi présenter à l'écran le contenu d'une variable. Et donc là, il faudra d'abord spécifier le format. Alors, exemple. Si nous voulons simplement présenter à l'écran le texte « Bonjour », on va écrire printf entre double côtes « Bonjour », point virgule. Maintenant, supposons que nous voulons plutôt présenter à la fois un texte et le contenu d'une variable. En l'occurrence, notre variable âge. Et donc, on a dit qu'il faut toujours présenter le spécificateur de format. Comme tout à l'heure, chaque variable sera assurée par un caractère. Donc, le int sera toujours assuré par le caractère i, char toujours le caractère c, float, ça sera toujours le caractère f, et double, ça sera toujours les deux caractères L et F. Alors, nous voulons par exemple afficher à l'écran votre âge est. Ensuite, on présente la valeur qui se trouve dans la variable âge. Alors, nous allons écrire printf entre double côte votre âge est, deux points. Ensuite, nous voulons que la valeur qui se trouve dans la variable âge s'affiche ici. Alors, au niveau où nous voulons afficher la valeur d'une variable, il faut mettre un spécificateur de format. Pourcentage, ensuite, on met le caractère approprié en fonction du type de la variable. Notre variable âge a été déclarée comme étant de type int. Et le caractère pour le type int, c'est i. Donc, nous allons écrire pourcentage i. On ferme les doubles côtes, virgule. Et maintenant, à ce niveau, nous voulons présenter la valeur de quelle variable? C'est la variable âge. Donc, ensuite, on met son nom ici. Âge. Donc, cette instruction a pour but de présenter à l'écran votre âge est, deux points. Et à ce niveau, c'est le contenu de la variable âge qui va s'afficher. Si la variable âge contient la valeur 25, alors on verra votre âge est 2.25. Nous avons maintenant un exercice d'application. Il s'agit d'écrire un programme en langage C qui lit deux nombres entiers saisis par l'utilisateur, puis calcule et affiche leur somme. Essayez de commencer par... Alors, comme recommandé, il est toujours conseillé de commencer par produire l'algorithme qui résout le problème. Donc, commençons par l'algorithme. Algorithme. Alors, le nom que nous pouvons attribuer à notre algorithme, comme il s'agit là de faire la somme, on peut l'appeler somme. Variable. Nous voulons effectuer la somme de deux nombres saisis par l'utilisateur. Et cette somme-là sera conservée dans une autre variable.
Donc nous pouvons déclarer 3 variables. La première, on l'appelle nombre 1. La deuxième, on l'appelle nombre 2. La troisième, on peut l'appeler résultat. Et ces 3 variables seront de quel type? On a dit qu'il lit 2 nombres entiers, dont les variables seront de type entier. Le début de l'algorithme. Alors, pour que notre algorithme soit parlant, nous allons présenter un texte qui va demander à l'utilisateur de saisir 2 nombres entiers pour qu'il sache ce qu'on attend de lui. Donc, on utilise le mot écrit. On dit entrée 2 entiers. Alors, il va saisir les 2 entiers et on va les lire pour les conserver dans les variables déclarées. Lire, on lit directement les 2 entiers, nombre 1, ensuite nombre 2. C'est-à-dire que la première valeur qu'il va saisir ira se loger dans nombre 1 et la seconde valeur ira se loger dans nombre 2. Alors, une fois que nous avons récupéré les 2 saisies, on va donc affecter au résultat, donc à la variable résultat, on lui affecte nombre 1 plus nombre 2. Alors maintenant, on présente les résultats. On dit écrit la somme de. Bon, là, on va présenter le contenu de nombre 1. Là, on va présenter le contenu de nombre 1. Donc, on ferme les doubles côtes ici, virgule. On met nombre 1, virgule. La somme de la nombre 1 va sortir. Et 2. Ensuite, nombre 2 doit sortir. Et 2 points. Enfin, le résultat doit sortir. On met donc ici la variable résultat. Donc, cette instruction va nous présenter à l'écran la somme de. Nous verrons ici la valeur de nombre 1 et 2. On verra ensuite la valeur de nombre 2 et 2 points. On verra enfin la valeur de la variable résultat. L'algorithme est terminé. On peut donc mettre fin. OK. Voici donc l'algorithme écrit. OK. Donc maintenant, nous allons pouvoir résoudre le problème de notre exercice. C'est-à-dire que on va pouvoir traduire cet algorithme en langage C. Alors, on a déjà pu observer que dans l'algorithme, on a besoin de lire des valeurs et aussi d'écrire certaines. Et donc, il nous faudra les fonctions scanf pour la lecture et printf pour l'écriture. Donc, on va inclure la bibliothèque RStudio. Qui nous permettra d'avoir nos 2 fonctions, scanf pour la lecture et printf pour l'écriture. Alors, notre fonction principale, main, on ouvre la fonction main. Et c'est à l'intérieur que nous allons écrire les instructions du programme. C'est à l'intérieur de la fonction main que nous allons écrire les instructions du programme. La première instruction, c'est de présenter à l'écran ce texte, entrer 2 entiers. La fonction qui permet de présenter un texte à l'écran, c'est printf. Donc printf, on écrit notre texte entre les doubles côtes. Entrer
2 entiers. Alors, on peut imposer un retour à la ligne. Donc, on va mettre anti-slash n. On termine toujours par un point virgule. L'instruction suivante, il s'agit de lire 2 nombres. Alors, il faut qu'on déclare ces nombres-là. Les nombres sont de type entier. Donc, le type, c'est int. Le premier, c'est nombre 1. Le deuxième, c'est nombre 2. Et la troisième variable, c'est résultat. Alors maintenant, on va pouvoir lire nombre 1 et nombre 2. La fonction qui permet de lire, c'est scanf. Pourcentage. Comme il s'agit de int, le caractère c'est i. Ensuite, il y a un deuxième nombre à lire. Donc on met encore pourcentage i. Le premier pourcentage i, c'est pour la variable nombre 1. Donc on met nombre 1. Et le deuxième, c'est pour la variable nombre 2. Bon, il ne faut pas oublier. Le et commercial. Nombre 1, virgule, et commercial. Nombre 2. Voilà. Donc ici, on va récupérer les saisies de l'utilisateur pour les mettre dans les variables nombre 1 et nombre 2. Instruction suivante, il s'agit d'affecter à la variable résultat la somme des 2 nombres. Donc, à la variable résultat, on affecte, grâce au symbole égal, la variable nombre 1 plus nombre 2. La dernière instruction, il s'agit de présenter les résultats à l'écran. C'est grâce à la fonction printf. Alors nous allons écrire la somme 2. Nous voulons que le contenu de nombre 1 apparaisse après la préposition 2. Donc on prévoit un spécificateur de format. Pourcentage, le caractère pour les entiers, c'est i. Et 2. Et 2. Ensuite, nous voulons que la valeur de nombre 2 apparaisse. On met pourcentage, i encore. Et 2 points. Nous voulons que le contenu de la variable résultat apparaisse. Pourcentage, i. Puisque c'est aussi un entier. Alors, ça, c'est le texte que nous voulons afficher. Donc, on a fini avec le texte, on ferme les doubles côtes. Virgule. Maintenant, il faut spécifier les variables. Le premier pourcentage i, c'est le contenu de nombre 1. Donc, on met nombre 1 en premier. Virgule. Le deuxième pourcentage i, c'est le contenu de nombre 2. Donc, on met ensuite nombre 2. Et enfin, le troisième pourcentage i, c'est le contenu de résultat. Point virgule. Donc, cette instruction aura pour but d'afficher à l'écran la somme 2. À ce niveau, on verra le contenu de nombre 1 et 2. À ce niveau, on verra le contenu de nombre 2 et 2 points. À ce niveau, on verra le contenu de la variable résultat. Alors maintenant, par convention, dans un programme C, à l'intérieur de la fonction main, il faut toujours terminer par l'instruction return 0. Puisque la fonction main, c'est une fonction qui retourne une valeur. On met donc le return 0 pour nous prouver qu'il y a une valeur qui a été retournée et que le programme a fonctionné correctement du début à la fin. Nous sommes donc arrivés à la fin du programme.
il faut clôturer par l'accolade fermante. Et donc, voilà la solution à notre exercice d'application. Ok, nous sommes arrivés au terme de notre leçon et maintenant nous allons vous présenter les exercices d'entraînement, les exercices grâce auxquels vous pourrez vous entraîner à la maison. Ok, le cours est terminé, je vous remercie.